Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée Caroline Roux sera notre invitée, l'occasion de revenir avec elle sur les engagements pris à la COP26 de Glasgow. Ce jour-là, le 15 juin 1987, adoption du programme Erasmus par le Conseil des ministres de l'Éducation européen. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions. Chez L'Opportun, on s'intéressera aux superstitions liées aux chats qui n'ont pas toujours eu une mauvaise réputation. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Me voilà dans le village Les Alluets-le-Roi dans le département des Yvelines et aujourd'hui je vais découvrir les secrets de la confection des yaourts Y et pour cela je vais à la rencontre de Flavien, c'est parti. Alors pour que tu puisses rentrer dans le labo, il faut que tu mettes un kit visiteur composé d'une blouse, d'une charlotte, de surchaussures et bien sûr d'un masque. Salut Benoît, alors comme ça c'est toi qui détiens la recette des fameux yaourts. Étape numéro 1, la ferme. C'est là-bas que le livreur récupère le lait pour le collecter dans la citerne. Il sera ensuite vidé dans le pasteurisateur. Pendant près de 2 heures et à 80 degrés, le lait va être pasteurisé afin de tuer toutes les bactéries. L'étape suivante, c'est la chambre chaude, puis l'enrobage. Le lait devenu plus solide est placé dans des bassines pour la fermentation. Une fois cette étape validée, le yaourt est basculé dans du linge d'égouttage où il restera 2 à 3 heures. C'est presque la fin, la texture est brassée avec une girafe afin de lui rendre son aspect crémeux et onctueux. Combien de kilos ça représente à chaque fois pour Ici vous avez une bassine de 250 kg, donc on va faire à peu près de 2400 pots. Une fois qu'il est brassé, on va remplir la trémie de la conditionneuse pour pouvoir le remplir et conditionner en pot. L'équipe de Benoît a reçu un fonds de soutien européen qui lui a permis de financer en partie une confectionneuse à double entrée pour améliorer la production, mais ce n'est pas tout. Ça nous a servi également à agrandir notre chambre froide. Donc là on a installé une nouvelle chambre froide de 70 mètres carrés. Pour les collectivités qui nous commandent à peu près 25 000 pots, là on pourra prévoir à l'avance des commandes comme on a 40 jours de DLC, stocker et puis travailler sur du flux tendu. Je viens de sortir du laboratoire, vous venez de découvrir la confection des yaourts Y ici dans les Yvelines. Juste derrière moi, il y a cet entrepôt, là également où il y a la nouvelle grande chambre froide financée par le fonds de soutien européen. Mais dans cet entrepôt, il y avait également l'ancienne boutique, elle était trop petite. Et donc maintenant, il y a une nouvelle boutique qui se trouve juste de l'autre côté. Alors Flavien, ici c'est le comptoir de la grange, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? C'est une boutique qu'on a lancée en 2018 pour mettre en valeur l'ensemble des produits franciliens. On a du fromage, de la charcuterie, des produits d'épicerie, des desserts frais, des tartines. L'équipe de Benoît a reçu de nombreuses récompenses. En 2015, médaille d'or au concours général agricole. En 2016, victoire au concours patrimoine francilien. Mais il y a aussi l'entrée au salon international de l'alimentaire. Une vraie référence pour les tendances alimentaires, la tendance Y. Zone Europe, ce jour-là. Ce jour-là, c'est le 15 juin 1987, l'adoption du programme Erasmus par le Conseil des ministres de l'Éducation européen. Retour avec Europe Direct. Vous connaissez certainement le European Region Action Scheme for Mobility of University Students. Si vous vous attardez à faire l'acronyme de ce long titre, vous avez Erasmus. Mais oui, vous le connaissez. Si vous questionnez les gens dans votre entourage, parmi vos proches ou vos amis, vous trouverez sûrement quelqu'un qui a bénéficié de la bourse Erasmus. Si ce n'est pas vous-même. Tout le monde connaît en effet ce programme qui avait eu et qui a encore vocation à construire l'Europe. Il a été créé le 15 juin 1987 et c'est la marque de fabrique de l'UE. Le nom est inspiré du théologien Erasme de Rotterdam qui a beaucoup voyagé en Europe pour s'enrichir des différentes cultures. Erasmus+ a été conçu pour que les jeunes gagnent en compétences en partant dans un autre pays membre, pour étudier et ensuite, après la réforme, pour y travailler aussi. L'idée, c'est qu'ils augmentent leur employabilité après avoir effectué cette expérience de formation qui est reconnue au sein de toute l'UE. Le projet a vu le jour grâce à Sofia Corradi, professeure de nationalité italienne qui s'est battue pour la reconnaissance des diplômes entre les pays européens, puisqu'elle n'avait pas eu la même chance. Selon la Commission européenne, en 2007, c'est-à-dire 30 ans après sa création, 9 millions d'Européens auraient bénéficié de la bourse Erasmus+. Aujourd'hui, 33 pays permettent à ceux qui sont éligibles de partir dans un autre pays adhérent
pour étudier, faire une expérience de stage ou professionnelle, allant de 2 semaines à 1 an. En plus, Erasmus+ a démocratisé la mobilité. C'est une expérience pour toutes les poches, puisque les bourses allant de 300 à 450 € par mois permettent de couvrir une partie importante des dépenses. Qu'attendez-vous donc? Si vous ne l'avez pas encore fait, cherchez l'organisme d'envoi le plus proche de chez vous pour commencer cette aventure européenne. Ce sera peut-être l'auberge espagnole, mais tant mieux, vous aurez contribué à la construction de l'Europe. Zone Europe, l'invité politique. Bonjour Caroline Rose. Bonjour. Vous êtes eurodéputée, membre du groupe des Verts au Parlement européen. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur la COP26, cette grande conférence internationale sous l'égide des Nations Unies sur les conséquences du changement climatique qui s'est tenue à Glasgow cette année. Quel bilan vous en avez tiré ? Alors j'en fais pas un bon bilan puisque pour moi c'est un accord au rabais. Aujourd'hui, au vu du changement climatique et avec ce qui se passe à l'heure actuelle, il faudrait courir. Alors on va dans le bon sens, mais on fait des petits pas en avant alors qu'il faudrait courir. Donc pour moi aujourd'hui c'est un accord au rabais. Beaucoup de médias ont présenté cette COP comme celle de la dernière chance. Est-ce qu'ils en ont trop fait ou est-ce qu'au contraire vous partagez cette vision ? Je dirais que soit ils en ont trop fait, parce que pour moi, comme je vous le disais, c'est un accord au rabais. C'est quand même inquiétant de voir qu'aujourd'hui, il y a un fossé qui se creuse entre les engagements et la réalité. On est parti au niveau de l'ambition de l'Union européenne de 65% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. L'Union européenne a pour objectif une baisse maintenant de 55% d'ici 2030. Ensuite, il y a un collectif, la Convention citoyenne pour le climat, qui a travaillé sur 40%. Et ensuite, ça a été raboté. Donc, en fait, on a démarré à 65%, 55%, puis 40%. Et puis finalement, ça a encore été raboté. Donc, on est vraiment loin des 65%. Alors, il y a quand même eu quelques avancées mises en avant, notamment lors de cette COP. 80 pays ont désormais la neutralité carbone dans leurs objectifs, soit 13 de plus qu'avant la conférence de Glasgow. Plus de 100 pays ont accepté de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors c'est quand même un pas en avant. C'est encore trop insuffisant? C'est encore trop insuffisant puisque, comme je vous l'ai dit, entre 65% et moins de 40%, on est vraiment très très loin du compte. Alors, plus de 120 pays qui représentent environ 90% des forêts du monde se sont engagés à stopper et à inverser la déforestation d'ici 2030. Là encore, c'est une bonne chose ou c'est trop insuffisant? Disons que pour moi, c'est insuffisant. Je suis sceptique sur ce qui s'est dit puisque je me dis qu'il y a quelques années, on en parlait déjà. Pour moi, c'est une schizophrénie de notre politique commerciale sur la déforestation. On importe la déforestation. Donc à un moment donné, je pense que des paroles, il faut arriver aux actes. Qu'est-ce qui aurait, selon vous, aurait dû être pris comme engagement lors de cette COP26 pour faire avancer les ambitions concernant le climat? Ce qui a coincé, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une situation d'injustice climatique. C'est les pays les plus riches qui polluent le plus au détriment des pays en développement. Alors que c'est eux qui polluent le moins et c'est eux qui sont le plus impactés aujourd'hui. Et donc pour moi, il y a une grosse injustice climatique. Vous avez été rapportrice fictive des Verts sur les aspects de développement de cette COP26. En quoi est-ce qu'a consisté ce travail que vous avez fait? Ce travail, justement, en commission développement, il a permis de mettre en lumière le fait que les pays en développement aujourd'hui sont très impactés par cette crise climatique, mais ce n'est pas eux qui aujourd'hui sont les pollueurs, c'est les gros pays riches en fait. Et donc j'ai mis ça en avant sur mon rapport en commission développement. L'aide au développement, c'est primordial pour cette lutte oui, l'aide au développement, elle est primordiale pour cette lutte pour le climat. Il faut savoir qu'ils ont besoin d'avoir des fonds pour l'adaptation au climat et justement aujourd'hui ils sont très impactés par rapport à la sécheresse climatique. On va avoir des déplacés climatiques et tout ça. Je pense que c'est les pays en développement aujourd'hui qui sont en première ligne par rapport à ça. Une nouvelle COP devrait être organisée en 2022. Quels seront alors les enjeux pour l'année prochaine, les mêmes que ceux qui sont produits cette année? J'espère qu'il y aura beaucoup plus d'enjeux et que ce sera plus contraignant que la COP d'aujourd'hui, qui pour moi a été une COP au rabais. Donc j'aimerais bien qu'on aille vers des engagements qui soient contraignants.
Et peut-être si le président de la République en 2022 sera un président de gauche ou écologiste, peut-être que ça permettra de faire avancer les choses, vous pensez? Oui, je pense bien. Oui, il faut des écologistes au pouvoir. En Allemagne, justement, les écologistes sont désormais au gouvernement, dans une coalition avec les sociaux-démocrates et les libéraux. Alors comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Alors je l'ai très bien accueilli cette nouvelle parce que justement il faudrait au gouvernement beaucoup plus d'écolos. En France bientôt c'est la présidentielle, on aimerait bien qu'il y ait un écolo président en France. On sait que en ce qui concerne l'Allemagne, on obtient plusieurs ministères. On obtient le ministère de l'économie et du climat, le ministère de la famille, le ministère de l'environnement et de la protection des consommateurs. On aimerait bien avoir encore plus, mais c'est déjà un grand pas en avant. La nouvelle coalition a annoncé une sortie accélérée du charbon, notamment. On imagine que c'est une annonce qui vous réjouit? Ah oui, ça me réjouit beaucoup, une sortie du charbon en 2030. Ce serait bien qu'au sein de l'Union européenne, on aille sur la même direction. On en est encore un petit peu loin, mais c'est une bonne avancée. Cette nouvelle coalition, est-ce qu'elle vous permet, ici au Parlement européen, finalement d'avoir plus de poids maintenant que les Allemands sont devenus, entre guillemets, un peu plus écologistes? On va s'atteler justement dans les commissions et dans les groupes à ce qu'on soit beaucoup plus écologiste. Il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux quant au carbone, quant à la protection du climat, à l'environnement, la déforestation. Il faut qu'on soit vraiment plus ambitieux. Alors, dans le cadre de vos activités d'eurodéputé, enfin, vous vous êtes mobilisé pour défendre le requin mako. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette espèce? Alors, c'est une espèce de requin qui est sans danger pour l'humain. Il attaque rarement l'humain, je le précise, parce que quand on voit un requin, on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» C'est un requin qui se développe très peu. En fait, il a une reproduction qui est très mince. Et donc aujourd'hui, il est en voie d'extinction et on demandait à ce qu'il n'y ait plus de capture de requins mako. On est arrivé à force d'inclure la société civile, les ONG, à faire pression sur la Commission et on a obtenu certaines avancées pour ce requin mako qui sont pour moi insuffisantes, mais je ne peux pas dire que c'est pas bien, c'est une première victoire et on va continuer à suivre le sujet sur le requin mako. Comment est-ce que vous avez fait pour vous mobiliser, pour essayer d'influencer sur les décisions de la Commission notamment? Ils m'ont entendu très souvent, j'ai suivi toutes les négociations. Si je n'étais pas présente, mes équipes suivaient les négociations pour mettre la pression à la Commission. On a reçu des ONG et il faut vraiment que cette espèce elle soit... qu'elle revienne et qu'elle puisse se reproduire tranquillement sans qu'il y ait des surpêches. On sait qu'il y a un enjeu commercial sur les requins mako, mais à un moment donné, s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'enjeu commercial et puis voilà. Il y a le requin mako, est-ce qu'il y a d'autres espèces qui sont dans votre viseur en ce moment? Soutenir ce que vous retrouvez dans les petites boîtes de thon, le thon albacore, qui est en grand danger. Malheureusement, on donne encore des quotas pour cette espèce-là et ça, c'est un gros problème pour moi. Merci beaucoup, Caroline Rose, d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes députée européenne au sein du groupe des Verts au Parlement européen. Merci à vous. Zone Europe. Et chez nos voisins, ça se passe comment? C'est notre rubrique en partenariat avec HEJ, l'Institut des hautes études de journalisme de Montpellier. Et chez nos voisins, ça se passe comment? Le cannabis. Le cannabis est une substance psychoactive très prisée en France. Elle était consommée par près de 13 millions de Français en 2012, plaçant le pays au premier rang européen de consommation régulière de cannabis en 2018. Illégal à la consommation et à la détention depuis 1970, ce n'est cependant pas le cas de tous les pays. En effet, nos pays frontaliers n'ont pas le même avis quant à la consommation du cannabis. En Allemagne, par exemple, il est vendu en pharmacie à des fins thérapeutiques et sa détention est légale jusqu'à 15 grammes selon les régions. Aussi cette année, le Luxembourg est devenu le premier pays européen à légaliser le cannabis récréatif au sein du domicile. La culture du cannabis à domicile est désormais tolérée jusqu'à 4 plants par foyer. Néanmoins, le gouvernement luxembourgeois interdit toujours la consommation du cannabis en public, mais instaure une procédure pénale allégée pour les personnes fumant à l'extérieur de leur domicile. Désormais, ils risqueront jusqu'à 145 € d'amende. Comment parler de cannabis sans évoquer les Pays-Bas? Contrairement aux croyances communes, la politique néerlandaise en matière de drogue n'est pas aussi laxiste que ce que l'on croit. En effet, toutes les drogues sont interdites
aux Pays-Bas. Toutefois, le gouvernement a conçu une politique relative au cannabis autorisant sa consommation dans des lieux prévus à cet effet, appelés les coffee shops, soumis à des règles très strictes. Ils sont inaccessibles aux mineurs et ne peuvent pas délivrer plus de 5 grammes par jour et par personne. Toutes ces décisions, de la légalisation à la tolérance, ont toutes le même but, réduire la demande de drogue qui influe sur le taux de délinquance. Ainsi, les institutions gouvernementales peuvent se concentrer sur les vrais criminels qui importent et vendent des drogues dures. Zone Europe Voyage. On en vient maintenant à notre rubrique Voyager dans l'assiette, une nouvelle recette tout de suite. Je suis chef Robert, je tiens le restaurant Lilla Krogen à Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, je vais vous montrer le pain de viande, qui est une plat très typique suédois, qui est une assiette plutôt, qu'est-ce qu'on va dire, une plat quotidienne qui moi je ai revisité à ma façon pour être plus adapté à la restauration. Dans la recette, on a le viande hachée, des oignons, des carottes, des pleurotes. Et on utilise aussi un appareil avec du chapelure, des œufs et du crème. Avec ça, on va réaliser une ketchup de betterave et framboise. Et pour ça, il nous faut des oignons, oui, le framboise, le betterave et des tomates. On va commencer à préparer le base de la recette qui est le pain de viande en soi-même. On a besoin dans le casserole, dans le poêle, on met un peu d'huile pour faire revenir d'abord les oignons et on laisserait les oignons cuire un peu pour devenir un petit peu plus mou parce que les carottes c'est le plus parce que c'est là qui est le plus dur. On cuit ça un peu avant. Et voilà, on met les oignons. Et après, avec ça, on prend un petit peu de poivre noir concassé. Maintenant, on va laisser ça bien saisir. Avant, on mettrait les pleurotes finement tachées dans ça. Maintenant, les oignons et le carotte saisis. On met notre viande hachée dans un cul de poule. On ajoute l'appareil avec de chapelure, des œufs et du crème. On ajouterait une petite de sel. Et voilà, on peut mettre une pleurote. Il faut le bien saisir jusqu'à ce que ça réduit à peu près à la moitié, que les oignons et les carottes ils sont plus croquantes, qu'ils sont bien mous et que les pleurotes a pris un tout petit peu de couleur. Et ensuite, pour réaliser le ketchup betterave framboise, on prend un peu d'huile de tournesol, on laisse ça chauffer bien. On a ici, c'est le betterave, les framboises, le tomate, du balsamique et moi j'utilise un produit suédois, c'est un sucre de mélasse, c'est du mélasse, c'est un sucre de bête à sucre. Quand les oignons commencent à colorer, puis quand c'est bien chaud dans la poêle, on ajouterait le sucre. Comme ça.
quand le sucre a bien caramélisé, on déglace au vinaigre balsamique. On ajoute notre framboise, les betteraves, les tomates et on laisse ça réduire avec un petit peu de poivre et du sel. Et maintenant, quand notre mélange du pleurote et de pleurote, oignon, carotte est prêt, on mélange ça ensemble avec nos appareils à chapelure, crème et des œufs. Après, on mélange à la main. Et voilà, là, on a la pâte qu'il faut. Après, quand la pâte, le mélange du viande hachée et ça est bien et c'est pour ça qu'on appelle ça le pain de viande. Après, quand la pâte, le mélange du viande hachée et ça est bien et c'est pour ça qu'on appelle ça le pain de viande. Après, on va l'entourer avec le lard fumé. On met un peu d'huile dans une plaque pour le four. On va mettre le pain de viande et on va mettre ça au four à 175 degrés pour environ 35-40 minutes. Et quand le ketchup a cuit jusqu'à ce que les oignons, le betterave est bien mou, bien confit, on mettrait ça dans un mix. On le mixe, on le met dans un blender et on ajoute le goût, le sel, le poivre ou ce qui peut manquer selon goût. Après, quand c'est bien réduit, on mettrait ça dans le blender. Voilà. Après, quand on a passé notre ketchup dans le blender, on a vérifié que le goût il nous va. Ici, on le mettrait dans une bouteille pour pouvoir faire des décorations sur l'assiette. Aussi simple pour vous d'acheter une bouteille si vous voulez faire vos dessins. Pour le dressage, on utilise notre bouteille. On peut faire une petite grillage comme ça. On place le pain de viande, nos petits oignons. Et avec ça, pour le petit couleur et pour faire un petit peu plus festif, on met les petites herbes, quelques petits concombres marinés. Et voilà, c'est ça le pain de viande suédois. Zone Europe sur Sensation. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesses populaires chez l'opportun. On s'intéresse cette semaine au chat. Le chat, si on regarde bien l'histoire du chat, dans l'Antiquité, c'était un animal vénéré.
les Égyptiens en avaient fait une déesse, alors que nous, pour certains, la crainte, c'est justement de croiser un chat et un chat noir. Cette crainte du chat noir, elle va remonter au Moyen-Âge. On en faisait la tribu des sorcières. Donc, doublement porte-malheur. Alors, le chat a un côté porte-bonheur et porte-malheur. Le côté porte-bonheur, on dit qu'un chat a 7 ou 9 vies. Donc, en se basant sur cette longévité du chat, avoir un chat à la maison est un porte-bonheur. D'ailleurs, les orientaux ont souvent à l'entrée de leur commerce un chat, comme petit animal qui apporte la chance dans la maison. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée à toutes et à tous. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.